bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Agora News Sécurité consacré à la souveraineté numérique. Comment protéger notre souveraineté numérique? J'ai le plaisir de vous présenter nos deux invités. Pierre-Alain Raffan, bonjour. Bonjour. Vous êtes député La République En Marche, la 10e circonscription de l'Essonne, docteur en sciences des organisations humaines et sociales, fondateur d'un cabinet privé de conseil, GEICA Thèse, c'est bien cela? Et GEICA, plutôt, thèse, vous avez fait une thèse effectivement sur l'impact de l'intelligence artificielle sur la démocratie, on est en plein au cœur de notre sujet. Et j'ajoute aussi que vous êtes un grand sportif, vous êtes 4e dan et arbitre international de taekwondo. C'est ça, oui. Bien ça, 4e dan. Oui. Très impressionnant. Jean-Pierre Lac, fondateur, bonjour. Bonjour. Jean-Pierre Lac, fondateur et PDG du groupe Piment, éditeur de logiciels, d'intelligence artificielle, notamment dans les techniques d'intelligence et de communication artificielle également. Donc ce sujet sur la souveraineté numérique vous préoccupe l'un comme l'autre. L'intéressant, c'est d'avoir le législateur qui doit effectivement prendre toute disposition pour protéger notre souveraineté numérique, et puis un industriel, donc des nouvelles technologies, qui a aussi cette fibre patriotique, je le sais Jean-Pierre, et vous préoccupez beaucoup justement de préserver nos informations, notre data, on pourrait dire. Hein, voilà. Donc première partie de cette émission, messieurs, si vous voulez bien, faire d'abord un tableau. Quelles sont les réelles menaces qui pèsent aujourd'hui sur notre souveraineté numérique? D'abord, qu'est-ce qu'on peut définir sous la terminologie souveraineté numérique, Pierre-Alain? Après, c'est relatif au concept de la souveraineté. Ce qu'on entend par souveraineté, c'est le phénomène d'indépendance vis-à-vis des autres États, et de faire en sorte, mettre tous les moyens en œuvre pour, avec ces nouvelles mutations numériques, toutes ces données qui se baladent un peu partout, que ce soit via les téléphones ou nos usages Internet, le fait d'avoir la main, entre guillemets, sur la protection des données des citoyens. Oui, parce qu'en réalité, si on ne protège pas ces données, il y a des risques pour notre économie, pour notre vie privée, pour l'ensemble de la vie sociale. C'est bien ça, Jean-Pierre? Une étude récente, puisque maintenant elles sont très récentes, parce elle concerne le temps passé derrière son smartphone. Et en fait, c'est monsieur Steve Jobs, le coupable quelque part de cette histoire. Le fondateur d'Apple. Fondateur d'Apple. À partir du moment où il a mis un smartphone dans les mains, il a fait le pari qu'on allait passer notre vie devant. Et en fait, on y consacre plusieurs heures. Et je crois d'ailleurs que la France est un des pays où il y a le moins de temps passé, c'est 4 heures et quelques. Mais il me semble avoir noté que c'était parfois 10 heures par jour dans certains pays. Donc 10 heures par jour, vous êtes derrière un smartphone. Et derrière, finalement, c'est à la fois quelque chose qui va vous aider, mais quelque chose qui va enregistrer et traquer absolument tout ce que vous faites. Et donc, à partir de là, les menaces, elles sont... qui y a derrière, en fait? Qui y a derrière l'écran de notre smartphone? Qui y a-t-il réellement derrière l'écran de notre PC? Et c'est là le début de la formidable histoire de la souveraineté. Mais qu'est-ce qu'on en fait de ces données? Comment peut-on exploiter cette data dont on dit que c'est l'or noir aujourd'hui, hein, comment peut-on exploiter économiquement? Est-ce qu'il y a un risque, notamment pour notre économie, pour nos emplois, par exemple? Il y a même plusieurs risques. Alors, comment c'est exploité? On sait que maintenant, et ça c'est Gartner qui le dit, qu'en 2020, il y aura en circulation près de 80 milliards d'objets connectés dans le monde, que ce soit avec environ 6 objets connectés par personne, les montres, les téléphones, les voitures, bientôt les vêtements, les enceintes, les lits, les enceintes, voilà. Tout est amené à être connecté. Et ça, en fait, ce sont des flux de données qui sont enregistrés très souvent par des sociétés privées étrangères et qui font des fiches par personne et qui arrivent à enregistrer ce qu'on appelle les data brokers, à enregistrer près de 5000 informations différentes par personne. Des descriptions physiques jusqu'aux usages, à nos goûts, à nos préférences religieuses, sexuelles, politiques, voilà. Tout est enregistré. Mais à partir du moment où on a ces bases-là, les entreprises arrivent à nous montrer ce qu'on veut voir, à nous faire entendre ce qu'on veut entendre. Et en fait, et orienter nos choix, nos goûts, notre consommation, en fait. Tout type de choix. Et c'est cette nouvelle économie, l'économie de l'attention, qui découle de cette maîtrise des données et qui fait que parfois on est influencé sans le savoir dans toutes nos décisions, nos achats, les décisions politiques. Et il y a un vrai danger sur ce sujet-là. D'accord, sans parler aussi des risques en ce qui concerne notre propriété industrielle, par exemple, notre savoir-faire.
Alors, c'est un enjeu majeur. En fait, on a souvent l'image de l'analyse de ces données qui serait traitée par des humains, des armées d'humains, qui seraient en train de lire les fichiers individuels, de savoir qu'est-ce que M. Georges Fenech il a consulté, qu'est-ce qu'il allait voir, sur quel site il va, qu'est-ce qu'il en fait, etc. Bien évidemment que cette vision est faussée. Cette vision, aujourd'hui, on a une capacité de calcul et de traitement qui sont des milliards et des milliards d'informations à la seconde. Et donc, ce sont des machines qui analysent des comportements, qui classifient, qui catégorisent, qui font de l'analyse sémantique, qui traduisent la voix en texte. Ce texte ensuite est analysé, lui-même est segmenté. C'est l'intelligence artificielle. C'est l'intelligence artificielle qui permet de faire ça. Elle est apprenante, c'est-à-dire plus elle est utilisée, plus elle comprend qui je suis avec mon accent, avec mon histoire. Learning. Exactement. Et tout l'enjeu, effectivement, tout ce processus d'analyse, il est fait par des algorithmes, il est fait par des systèmes. Et tout l'enjeu est là. Donc, et il est à la portée de finalement de relativement petites organisations et de petites entreprises. Et tout l'enjeu, effectivement, et je reviens, c'est qui y a derrière, qui a accès à ces données, comment elles sont sauvegardées, comment elles sont stockées. Et c'est bien tout le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Il y a même une analyse qui a été faite d'un docteur en fait, à Stanford qui donne des chiffres assez intéressants. C'est qu'il dit que quand on analyse 10 de nos likes, par exemple sur Facebook, l'algorithme vous connaît mieux que vos collègues. 100 de vos likes mieux que votre famille et 230 de vos likes, l'algorithme vous connaît mieux que votre propre conjoint ou conjointe. Donc ça veut dire la puissance après de connaissances fines de toutes ces entreprises sur notre propre comportement. Et il y a bien entendu des enjeux économiques. Parce qu'actuellement, ce sont les États-Unis et la Chine qui tiennent ce marché. Est-ce que l'Europe, est-ce que la France est en capacité de résister à ces deux grandes puissances numériques ? Effectivement, moi j'adore les chiffres parce que les chiffres sont parlants. Quand vous voyez que le PIB de la France c'est 2500 milliards d'euros, de dollars, peu importe, et quand vous voyez que les GAFAMI, chacun valent peu ou prou 1000 milliards de dollars ou 1000 milliards d'euros, ça veut dire que vous en prenez deux, vous prenez Apple et Microsoft qui sont aussi puissants que la France. Donc c'est juste ça qu'il faut avoir en tête. Donc quand vous dites que ces deux entreprises-là, qui comptent quelques dizaines, centaines de milliers de salariés, elles sont aussi puissantes qu'un État bimillénaire comme la France et qui a 70 millions d'habitants et qui crée une richesse pendant un an, ça doit nous interpeller. Donc effectivement qu'il y a des enjeux qui sont des enjeux économiques qui sont absolument majeurs. Voilà, autre chiffre qu'il faut que tout le monde ait à l'esprit. WhatsApp a été racheté par Facebook en 2014, 22 milliards de dollars. Pourtant, c'est un usage gratuit, WhatsApp. Et donc la question pour tous les gens qui sont un peu sensés et qui savent que 1 et 1, ça plus 2 et qui connaissent, et qui sont commerçants, voilà, c'est comment c'est possible? Elle est où la valeur de quelque chose de gratuit? C'est la data. Ça ne peut être que ça, parce qu'il n'y a pas d'autre réponse que celle-là. Très bien, nous avons compris dans cette première partie les enjeux donc, de la souveraineté numérique. Nous allons voir maintenant avec vous, en deuxième partie de cette émission, après avoir bien compris les enjeux en termes économiques, en termes de respect aussi des personnes, des libertés, comment protéger notre souveraineté économique. Quels sont les moyens que nous devons mettre en place? Si vous avez, Pierre-Alain Raffan, vous avez récemment organisé un grand colloque à l'Assemblée nationale qui s'inscrit d'ailleurs dans un travail parlementaire. Le Sénat aussi a une commission d'enquête sur cette souveraineté économique. Comment protéger, comment reconquérir, si tant est que ce soit encore possible, notre souveraineté numérique? Il y a en effet plusieurs aspects. C'était l'idée des nuits de la souveraineté numérique qu'on a lancée en juillet dernier. On va en faire dans tous les trimestres. Et sur ces sujets, ce qu'on voulait d'abord, c'est sensibiliser les acteurs publics sur le fait qu'en France et en Europe, on a toutes les entreprises pour pouvoir répondre à tout ce type de services. Le premier sujet, c'est de dire, est-ce que nous, en tant qu'acteurs publics, on montre l'exemple? Et je me rappelle de la première intervention de M. Lac sur ce premier événement qui nous a fait prendre conscience des réalités et parfois du manque de cohérence. Donc c'est comment penser ce Small Business Act en bon français, de dire que par exemple l'État se devrait, dans un premier temps, dans ses sélections, faire émerger et faire travailler en priorité toutes ces entreprises françaises. C'est la première chose. Après, il y a là-dessus, justement, là-dessus, oui. Par exemple, l'État encourage un moteur de recherche français qui devrait faire concurrence à Google, par exemple, qui est Qwant. Est-ce qu'on y arrive, Jean-Pierre?
Moi, je ne porterai pas jugement si on y arrive ou pas. Après, Quant c'est difficile. C'est excessivement difficile parce que les moyens ne sont pas les mêmes. Et effectivement, la puissance publique, c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. Sans la puissance publique derrière, on n'arrivera à rien à faire. Et c'est tout le propos. On se gargarise ces jours-ci de la valorisation de Tesla. On dit, ça vaut 100 milliards de dollars. 100 milliards de dollars, c'est juste 2 fois PSA et Fiat réunis. C'est autant que General Motors et Ford, pour une entreprise qui vend quelques centaines de milliers de voitures alors que les autres vendent 10 millions de voitures. Mais quel est l'enjeu qui est derrière ? Et c'est ce qui s'est passé dans la cybersécurité, c'est ce qui s'est passé pour Facebook, c'est ce qui est passé pour WhatsApp, c'est ce qui s'est passé pour Google, etc. Il y a une bienveillance. Et même mieux, il y a une aide de l'État américain derrière ces grandes entreprises. Et alors, est-ce que la France, les pouvoirs publics français, aident justement les industriels, comme Jean-Pierre Lacq, par exemple, et d'autres industriels, bien sûr, dans ce développement qui est absolument indispensable pour préserver notre souveraineté numérique. Mais on a pris, enfin, la France et même l'Europe ont pris un retard assez considérable justement sur ces sujets. Il y a une prise de conscience qui a été amorcée. C'est très récent, hein. Et donc on commence à mettre les moyens, alors c'est jamais assez vis-à-vis aussi des industriels et surtout de la rapidité justement des autres continents sur ces sujets-là, mais dans tout cas il y a cette volonté-là, donc il y a des initiatives qui ont été lancées par le gouvernement sur les 40 plus grandes entreprises à faire émerger, et puis les 120 plus grandes, et maintenant les 500, donc il y a cette prise de compte, ça commence à venir. Ce ne sera jamais assez rapide, mais en tout cas, il peut y avoir une force de la France et de l'Europe, parce qu'on a deux grandes forces, c'est la capacité à réguler. Alors ça a commencé avec le RGPD, même si c'est pas, c'est le règlement général sur la protection des données privées. Donc c'est un premier bloc. Ça va pas assez vite, c'est pas encore ultra parfait, mais c'est un premier bloc. On a un deuxième sujet sur le stockage des données, et on en a parlé la dernière fois aussi. C'est le cloud. Ce phénomène du Cloud Act. Ouais. Le fait qu'il y ait certains pays, notamment l'Amérique, où prévaut l'extraterritorialité des lois. Donc si mes données sont stockées au sein d'une société américaine ou hors de France, alors sur une décision de justice, on peut avoir accédé aux données des entreprises, des données même privées, sans que l'entreprise ne soit au courant. C'est gravissime comme situation. Oui, c'est gravissime. Et là, il faut absolument privilégier des acteurs français ou européens. Et ça, ce serait peut-être une première brique, dans tous les cas, pour protéger ces données. Andromède, ça existe bien. Oui. C'est quoi Andromède ? C'est un système aussi de stockage. De stockage, bien sûr. C'est français. C'est français. Et ça ne fonctionne pas. Il y a Andromède, il y a OVH, et il y en a d'autres. Oui. Après, ce qu'on se disait, c'est que c'était pas assez mis en avant, c'était pas assez connu, et forcément, il y a d'autres... soutenu. Et peut-être soutenu. Et du coup, il y a eu d'autres usages qui sont amenés. Et quand... vous disiez, à juste titre, que WhatsApp est gratuit, que Google aussi est gratuit. Et il y a l'adage qu'on connaît tous, hein, quand c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. C'est ça. Donc forcément, il y a des usages très intuitifs. Tout le monde s'est habitué à cette boîte mail, à ces recherches très intuitives. Et c'est l'usage qui est passé par-dessus, en tout cas, l'aspect souverain. Donc à nous de repenser ces sujets-là et d'inventer, parce qu'on a cette force créative au-delà de la régulation en France et en Europe. Jean-Pierre, il y a eu cette prise de conscience vraiment du pouvoir public aujourd'hui de pousser les entreprises françaises de facto, au travers des initiatives de monsieur le député, elle y est. Après, moi, on doit regarder ce qui se passe ailleurs. On parlait de la Chine tout à l'heure. Georges, vous parliez de la Chine. Qu'est-ce qui se passe en Chine ? La Chine a donné 3 ans à toutes ses administrations pour arrêter l'utilisation dans ces administrations de tout logiciel et de toute solution matérielle américaine. Pourquoi les Chinois font ça ? Simplement parce qu'ils sont en guerre économique avec les Américains. Mais pourquoi les Américains dans ce cas-là ? Pourquoi M. Trump a dit je coupe les accès aux solutions Google, Android, aux solutions chinoises ? Pourquoi il y a tout un débat autour de Huawei ? Enfin, ça, c'est juste la réalité du monde économique. Donc nous, on fait semblant de ne pas comprendre, ou peut-être d'ailleurs on ne comprend pas, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, je ne sens pas, moi, de mon point de vue, à la fois en tant que citoyen et en tant que chef d'entreprise, de volonté forte de décisions claires, nettes, précises de la part tant de la France que de l'Europe d'ailleurs. Est-ce qu'on a les moyens d'exister entre les GAFAM et les BATX chinois? Moi, j'adore cette question. Moi, j'adore cette question. Est-ce qu'il y a une lettre européenne qui peut émerger dans tout cela? Écoutez, on a les meilleurs ingénieurs, parmi les meilleurs ingénieurs au monde. Ils sont arrachés par le monde entier, à prix d'or. On a les meilleurs scientifiques. On a encore les meilleurs mathématiciens.
Voilà, donc tout ça, ce sont les compétences dont nous avons besoin. On a encore, alors on a vendu, excusez-moi Monsieur Macron, mais on a vendu à Nokia une partie d'Alstom qui fait des câbles sous-marins, et quand même une grosse partie de la donnée passe par là. Après, bon, on a besoin d'avoir des satellites, mais je crois qu'on a des excellents acteurs qui sont capables de faire des lanceurs d'une part et qui sont capables de construire des satellites. Après, au niveau de l'algorithmie et des solutions de cybersécurité, on a aussi ces acteurs-là. Il nous manque par contre très clairement un acteur français ou européen de smartphone. Il faut le faire émerger. Des acteurs qui font des OS, ça on en a vu, vous nous avez fait rencontrer, et donc il faut les aider à émerger, parce que voilà, mais il faut mais pour le coup, et c'est là-dedans, c'est le piège dans lequel on tombe. Les Américains nous gargarisent tous les jours à une forme de libéralisme économique absolu. Or, s'il y a bien un acteur économique mondial qui n'est pas du tout libéral sur un certain nombre de sujets et des sujets majeurs, ce sont les États-Unis. C'est-à-dire ils nous entretiennent dans une douce musique de dire il faut être plus libéral que libéral, et nous sommes rentrés dans le jeu au niveau de la France et de l'Europe, alors qu'eux-mêmes, ils ne sont absolument pas libéraux. C'est la puissance publique de l'État américain qui finance Elon Musk pour SpaceX, qui finance les entreprises comme Google et qui finance, ou alors qui autorise en tout cas, des rapprochements massifs et la création de champions à l'échelle mondiale, parce que la NSA, la CIA, le FBI... On a bien compris que la France, l'État français ne fait pas encore suffisamment comme il devrait le faire. La question, c'est ce qu'on a les moyens. Mais on nous dit, le député nous dit, il y a une prise de conscience. Maintenant, il faut passer à l'action. Alors justement, la loi d'orientation et de suivi de la souveraineté, on en est où ? La loi d'orientation et de suivi de la souveraineté numérique. C'est vrai qu'il y a eu deux initiatives. Il y en a une au Sénat, oui, qui a été pilotée par Gérard Longuet. Il y en a eu une à l'Assemblée nationale qui a été pilotée par Raphaël Gauvain. Donc là, il y a une discussion aussi sur ces deux initiatives sur la présentation d'un futur texte qui n'est pas encore inscrit, parce que vous n'avez pas échappé que le calendrier était très chargé, mais il y a en tout cas une vraie envie des deux assemblées et des deux chambres de s'inscrire sur ces sujets. D'une, pour cette prise de conscience, pour protéger nos acteurs et protéger les citoyens. Parce que ce qu'on n'a pas aussi abordé sur ces sujets, c'est que le premier protecteur de la fuite des données, c'est aussi le citoyen. Il faut qu'on aille vers pas une éducation aux enjeux, mais il faut expliquer ce qui se passe derrière les smartphones, derrière les réseaux sociaux, pour pouvoir s'auto-protéger, ce qu'on appelle, entre guillemets, l'hygiène numérique. Mais il se passe dans nos téléphones, par exemple, le phénomène de la géolocalisation, à aucun moment on nous demande de l'activer, il est activé par défaut. Donc c'est toutes ces données qui sont aspirées en permanence. Il faut qu'on ait chacun conscience de ce qui se passe derrière nos propres usages. Il faut impliquer les citoyens. Absolument. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle le Conseil national du numérique va s'appeler bientôt le Forum de concertation temporaire, concertation avec les citoyens en fait, un forum citoyen. Je pense que l'état d'esprit est le bon, et ce qu'il faudrait en France, on peut le vulgariser comme ça, mais c'est un grand débat du numérique avec les acteurs français, et l'échange avec les citoyens sur ces sujets. On parle de la reconnaissance faciale, qui est aussi un des sujets du moment. Ça pose question du curseur liberté versus sécurité, et de savoir comment le citoyen peut s'approprier ce sujet-là. On doit faire de l'intelligence artificielle, non plus un débat d'experts, mais un débat public, pour que chacun puisse s'impliquer au sein du sujet. Très bien, messieurs, on a parfaitement compris les enjeux qui sont immenses et qui sont sans doute déterminants pour l'avenir de notre société, on peut le dire. Au vu des risques économiques et démocratiques, ça doit être une des priorités, en tout cas, de la puissance publique. Merci. Donc nous allons maintenant passer à notre troisième partie, consacrée aux questions des internautes, si vous voulez bien vous soumettre aux questions que je découvre en même temps que vous. Alors, première question. Vous la découvrez comme moi. En quoi sommes-nous très en retard en la matière ? Je crois que vous avez déjà un peu répondu, si vous voulez peut-être rajouter quelque chose. Mais moi, est-ce que le retard est rattrapable ? C'est ça la question. Et comment ? Je pense que le retard est très rattrapable. On nous parle toujours de la France qui est trop petite, on nous dit qu'il faut au niveau à l'échelle européenne, on constate simplement qu'on a beaucoup de mal à se mettre d'accord. Moi, je prends qu'un exemple, c'est l'Israël. Israël, c'est un petit, enfin à l'échelle, en tout cas de la démographie, un petit pays. Il n'en reste pas moins qu'en termes de cybersécurité, en termes de technologie, c'est une référence mondiale. Donc pourquoi on ne serait pas capable en France, avec tous les atouts qu'on a cités tout à l'heure, de développer nos propres champions et d'avoir une puissance aussi forte que les Israéliens. Il n'y a aucune raison. Donc oui, c'est tout à fait rattrapable. Vous partagez cette... C'est rattrapable et on peut même prendre de l'avance sur les prochaines mutations technologiques. Et ça, anticiper. D'anticiper, c'est-à-dire qu'on peut penser déjà au prochain rebond. Et on a tous les temps, vous disiez, il y a la meilleure école scientifique en France.
on a les meilleurs talents qui sont arrachés, et maintenant on a même des supercalculateurs qui sont très puissants. J'en ai visité un il y a quelques instants à Orsay, qui s'appelle le supercalculateur Jean Zay. Il y a 16 teraflops de calcul possible. Donc c'est énorme pour toute l'industrie française. Donc on peut rattraper et passer, en tout cas prendre de l'avance sur les prochaines étapes. Et ça, j'y crois beaucoup. Très bien, voilà un message d'espoir. Alors, deuxième question des internautes. Quelle est la vraie mesure encore possible et pragmatique à prendre d'urgence? Alors, s'il y avait une urgence immédiate, la première mesure à prendre, je m'adresse d'abord aux législateurs, quelle serait-elle? La première des mesures? C'est de penser équipe de France du numérique. Et c'est ce qu'on se disait avec l'ensemble des acteurs, c'est que l'État se doit de soutenir en priorité ses propres entreprises pour passer ce rebond-là. Donc dans tous les marchés publics, on devrait avoir cette préférence nationale. Et ça, à mon sens, et c'était une de vos premières préconisations lors de ces nuits de la souveraineté numérique, c'est ce Small Business Act à la française. C'est-à-dire privilégier les entreprises françaises. Exactement. Au moment des marchés publics, par exemple. Tout à fait. Et mettre tous les moyens nécessaires pour l'émergence, en tout cas, de ces initiatives françaises. Je pense que vous démentirez pas. C'est clairement cette première décision. La puissance publique, elle est phénoménale. On a la chance qu'elle soit bien maîtrisée. C'est la première chose. La deuxième chose qu'il faudrait faire, c'est aller contrer, d'un point de vue juridique, l'extraterritorialité du droit dont on parlait vis-à-vis des Américains, qui en usent et en abusent. Arriver à avoir la même loi pour essayer, tout au moins, de contrebalancer la puissance juridique, judiciaire et d'investigation des Américains. On a l'impression qu'on a été un peu des enfants de cœur pendant toute cette période. On a laissé prospérer finalement les Américains, les Chinois, et on n'a pas pris le train au bon moment, mais vous dites, on peut le faire, on a les intelligences, on a les savoirs, on a la capacité de le faire. Et on a même la capacité, au travers de la beauté de notre pays, à attirer aussi les meilleurs chez nous, c'est-à-dire des étrangers qui peuvent venir s'installer en France pour travailler sur ces sujets avec nous. Alors, est-ce qu'il y a encore une question des internautes? Oui, n'est-il pas urgent de constituer une unité spéciale d'élite du numérique, une espèce de task force du numérique en France? Est-ce qu'elle existe? Je pense que c'est une excellente idée. Elle n'existe pas encore, mais on peut la créer. Et c'est un peu l'état d'esprit de ce qu'on a lancé avec les acteurs au sein de l'Assemblée nationale. C'est ce qu'essaie de faire aussi le gouvernement. Maintenant, je pense qu'il faut unir toutes ces forces-là pour créer cette équipe. Mais j'aime bien le terme d'unité spéciale d'élite du numérique. Moi, j'adore cette idée. Elle me fait penser au bureau des légendes. Je crois que la force aussi des États-Unis, c'est d'arriver à rendre presque palpable au travers de la gamification et au travers des films, des vidéos de Netflix, des films d'espionnage, tout ça. Je crois qu'on a quand même des unités spéciales qui sont brillantissimes en France. Et je pense qu'on pourrait aussi faire rêver les générations et les populations avec ces unités spéciales d'élite du numérique qui iraient faire des cyber-hackers et de la cyberguerre au même niveau que les autres acteurs mondiaux. Bon, alors, ça sera l'objet d'un prochain amendement que vous déposerez à l'Assemblée nationale, la création de cette unité d'élite numérique. Est-ce un amendement? Est-ce un état d'esprit? Oui. Est-ce un projet à mener avec l'ensemble de l'écosystème? Et dans tous les cas, on n'a plus le choix de le mettre en œuvre et on le fera. Donc, vous avez pris l'engagement devant nos internautes que vous le ferez. On le fera. Vous êtes tous témoins donc, de cette initiative grâce à Agora News Sécurité. Nous aurons prochainement l'unité spéciale d'élite du numérique. Nous aurions pu continuer longtemps sur ce sujet qui est un sujet majeur pour notre avenir. Je vous remercie, Pierre-Alain Raffan, de votre témoignage, et Jean-Pierre Lac, bonne chance pour développer ces outils technologiques. Vous êtes une belle entreprise qui ne demande qu'à prospérer. Merci. Merci à vous. Merci. Au revoir.